L'insuline, c'est une hormone qui est au cœur de beaucoup de désinformation, méconnaissance, propagande et de problématiques aussi de santé, il faut le dire, avec la pandémie de diabète, mais aussi des formes plus douces de résistance à l'insuline et qui crée beaucoup de perturbations dans les populations civilisées modernes actuelles et dès le plus jeune âge, avec toute cette problématique autour de la sédentarité, du manque de physicalité dans la vie, d'une alimentation complètement à la ramasse, qui fait que aujourd'hui, beaucoup de personnes vont sortir de ce type de régime-là, de ce type de de de, de contexte problématique avec peut-être une prise de poids plus ou moins importante, une mauvaise santé métabolique, une mauvaise hygiène de vie et adopter des régimes du type low carb, voilà, cétogène, carnivore, pour résoudre cette problématique-là et ensuite rester éloigné des glucides avec une peur de la sécrétion de l'insuline et de la glycémie en fait, parce qu'ils sont passés par là et ils pensent que du coup c'est un danger en fait. Et à côté de ça, on a les personnes qui, comme moi pendant longtemps, pensaient que oui, l'insuline, il fallait la sécréter la moins possible, que il fallait pas qu'elle soit sécrétée en dehors de nos repas et que moins on la sécrétait, mieux c'était en fait. Parce qu'en fait, j'avais pas cette connaissance métabolique, physiologique que j'ai aujourd'hui en ayant étudié beaucoup de choses autour du métabolisme, dont l'insuline, même si je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre au niveau de l'insuline. Mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous partager, c'est justement une vision saine, positive de l'insuline, et à quel point en fait elle est essentielle, les fonctions qu'elle a, ses utilités, pour que vous ayez une vision peut-être du coup différente de ce que vous avez pu avoir, de ce que vous avez, et redéfinir un petit peu du coup votre relation à l'insuline, votre vision à l'insuline, et vous dire qu'après tout en fait, l'insuline c'est quelque chose de génial, on en a besoin, c'est pas un danger, c'est un compagnon, c'est un allié, c'est un partenaire, et c'est normal qu'elle soit synthétique, qu'elle soit sécrétée, et j'ai besoin qu'elle soit sécrétée pour qu'elle puisse s'exprimer justement, et que nous on puisse profiter de son rôle, de ses rôles et de son activation. Ok. Donc du coup, l'insuline, qu'est-ce que c'est? C'est une hormone qui a un rôle hypoglycémiant, c'est-à-dire qu'elle va réduire, stabiliser, elle veut stabiliser le niveau de glycémie pour pas que ça aille trop haut. D'accord? Donc la glycémie, c'est le taux de sucre, de glucose dans le sang. Et donc son action, une fois qu'elle va être sécrétée, en fonction des besoins énergétiques et de l'état de stock, ok, de la quantité qui arrive, elle va privilégier, elle va favoriser la mise en stock, la mise en réserve du glucose, en glycogène, en tissu adipeux, ou alors l'utilisation du glucose justement pour produire de l'énergie dans les cellules, ok, donc dans les cellules musculaires en l'occurrence. Donc l'insuline, elle est sécrétée par le pancréas, qui lui aussi sécrète l'hormone opposée de l'insuline qui s'appelle le glucagon, qui lui du coup a l'action opposée sur la glycémie. Lui, il a une action hyperglycémante. En cas d'hypoglycémie et de besoin en glucose, il va être sécrété. Ok. Donc forcément, lui, il va augmenter en fonction des besoins en glucose, le glucose dans le sang. Et ces deux hormones-là, hypoglycémie pour l'insuline et hyperglycémie pour le glucagon, en fait, c'est des hormones qui sont peptidiques, qu'on appelle polypeptides. Donc en fait, en gros, c'est des acides aminés. Elles sont composées d'acides aminés. Donc c'est des protéines, elles sont composées d'acides aminés. Et l'insuline, elle a 51 acides aminés. Le glucagon, il en a 30 ou 29, je sais plus. L'insuline, elle a donc plusieurs rôles à jouer dans le métabolisme du corps. En premier, c'est l'utilisation du glucose par les cellules, donc à travers la glycolyse, qui permet de créer de l'ATP, et donc via la voie de l'oxydation complète ou incomplète, mais en tout cas pour produire de l'énergie. Et en fait, donc c'est ce qui va permettre l'utilisation du glucose qui circule, d'accord,
qui a été ingérée ou alors qui a été produite de façon endogène, par exemple avec la néoglucogénèse. Ok. Donc l'insuline, elle va permettre justement le transport du glucose jusqu'aux cellules et la pénétration du glucose dans les cellules et donc l'utilisation du glucose par les cellules pour produire de l'énergie. Après, la deuxième fonction, c'est la mise en stockage. La synthèse du glucose en glycogène, en réserve de sucre, dans le foie et dans les muscles. Donc ça, c'est aussi l'insuline qui va permettre ça. Ok. Donc la synthèse de stockage du glucose, il est d'une part dans le glycogène, dans les réserves de sucre, mais aussi l'insuline, elle va favoriser la synthèse du glucose dans le tissu adipeux, d'accord? Principalement périphérique, mais aussi dans le tissu adipeux hépatique, donc du foie. Ok? En plus de ça, l'insuline, elle joue un rôle important dans le métabolisme des protéines. Donc en fait, dans la synthèse des acides aminés pour constituer des protéines. Donc ça, c'est vraiment un rôle anabolique de construction vis-à-vis des protéines qui compose toutes nos cellules. Donc sans protéines, il y a pas de vie. On a aussi besoin évidemment des graisses, mais là c'est pour se focaliser sur les protéines. Sans protéines, on n'aurait pas de vie, on n'aurait pas de cellules. Et sans protéines, on n'aurait pas la possibilité d'avoir cette croissance et cette régénération cellulaire. Et donc sans insuline, on n'aurait pas de vie non plus, on n'aurait pas de croissance et de régénération cellulaire. D'accord? Puisque l'insuline est directement liée dans le métabolisme des protéines. Donc, voilà, il y a vraiment un rôle anabolisant à ce niveau-là de la protéine et qui participe à la vie de l'organisme, à la vitalité du corps. D'accord. Puis, comme j'ai dit, l'insuline, elle participe à la néoglucogénèse, du coup, qui est la fabrication de glucose à partir de substrats glucoformateurs. Donc, c'est pas du glucose, mais ça permet de donner du glucose, ok? Il va être produit à partir du glycérol, qui provient de la dégradation des graisses qui sont stockées dans le tissu adipeux. Ok, hépatique ou périphérique. Ça peut aussi venir des acides aminés, ok, donc des protéines, et du lactate principalement lorsqu'il y a effort, quand le lactate en fait est il vient du pyruvate, donc le pyruvate est recyclé en lactate et le lactate va rejoindre le foie pour faire du glucose qui revient à la cellule et nourrir la cellule, ok. Et donc il faut bien que ce glucose, il puisse être utilisé par les cellules. S'il n'y a pas d'insuline, le corps ne peut pas, du coup, même dans ce contexte-là, de glucose qui est produit par le corps et qui est emmené jusqu'aux cellules, il peut pas arriver jusqu'aux cellules, pénétrer les cellules s'il n'y a pas d'insuline. Donc, même quand il y a de la néoglucogénèse, il y a l'insuline qui permet de faire entrer. Et il faut savoir que s'il n'y a pas de néoglucogénèse, il n'y a pas de cétogénèse, puisque la cétogénèse, elle dépend de l'activité, de l'activation de la néoglucogénèse, ok? C'est le manque de glucose qui active la néoglucogénèse et qui active la cétogénèse. Donc les acides gras, les corps cétoniques, ont besoin en fait que le cycle de Krebs dans la mitochondrie fonctionne pour pouvoir être oxydé. Et le faux cycle de Krebs, il fonctionne s'il y a un minimum de glucose, ok, pour qu'il soit activé à travers en fait l'oxaloacétate qui est responsable de la première réaction avec l'acétylcoenzyme A et donc du départ du cycle de Krebs. Même si le dernier produit de la 8e et dernière réaction du cycle de Krebs, en fait, c'est l'oxaloacétate, il va y avoir besoin d'un apport plus ou moins conséquent aussi d'oxaloacétate pour démarrer, en fait, le cycle de Krebs. On peut pas compter que sur ce qui vient d'être produit en fonction de ce qui arrive, d'accord, et des besoins énergétiques du corps. Et le pyruvate ne peut venir que du glucose. Ok, et c'est le pyruvate qui donne de l'oxaloacétate pour pouvoir justement nourrir le cycle de Krebs. Si j'ai beaucoup de graisse qui arrive dans ma cellule pour pouvoir être oxydé, fournir de l'ATP, le produit final du cycle de Krebs qui permet de relancer le cycle de Krebs et donc qui est l'avant-dernière étape de la respiration cellulaire qui produit l'énergie de la cellule avant la chaîne respiratoire, la phosphorylation oxydative. Si à ce moment-là, il y a un décalage entre ce qui arrive et la capacité de la cellule à pouvoir proposer le cycle de Krebs justement à ce qui arrive parce qu'il manque de l'oxaloacétate qui est le produit de la dernière réaction mais aussi l'un des deux composés qui va permettre la première réaction du cycle de Krebs et de l'enclencher, ça va poser problème. Et donc quand il y a un peu de glucose qui arrive, lui le glucose, il sert pas dans ce cas-là à produire d'énergie, mais il sert plus à donner l'élément qui permet
en fait, d'activer le cycle de Krebs qui soit actif suffisamment, on va dire, en quantité pour pouvoir répondre aux acides gras qui vont être oxydés, d'accord? Puisque quand il n'y a pas de glucose dans le corps, le glucose va servir principalement à nourrir les tissus glucodépendants, à maintenir la glycolyse, justement, via le pyruvate dans la cellule pour que le cycle de Krebs fonctionne et que la bêta-oxydation, c'est-à-dire l'oxydation des acides gras puisse se faire, ou des corps cétoniques, ok? C'est pas la même chose que quand on a du glycogène qui est là dans le muscle ou qu'il y a un effort. Là, il y a un autre, il y a un autre système qui se met en place, même si on a toujours des acides gras qui vont être oxydés, utilisés. Là, je vous parle vraiment dans un état, on va dire, de repos, hors d'effort, et on n'a plus nos réserves de glucose. Bon, et ben voilà, la néoglucogénèse va envoyer du glucose via le foie au tissu glucodépendant, cerveau, cœur, neurones, mais aussi aux muscles, parce que le muscle a besoin d'un minimum de glucose pour maintenir justement la respiration cellulaire à travers l'apport en pyruvate pour que la bêta-oxydation, l'oxydation des graisses, des acides gras qui arrivent à la cellule puisse se faire parce que ces acides gras, ces graisses ne peuvent pas être oxydés, utilisés en dehors de la mitochondrie. Elles ont besoin de rentrer dans la mitochondrie, là où il y a l'oxygène. Et pour que ça se passe, il faut que le cycle de Krebs puisse fonctionner. Pour que le cycle de Krebs puisse fonctionner, il faut qu'il y ait suffisamment d'oxaloacétate que le pyruvate, dont le pyruvate est le précurseur. Ok? Pour que le glucose rentre, même pendant qu'il y a la néoglucogénèse et la cétogénèse qui sont activées, on a un minimum d'insuline qui vient se capter sur les récepteurs des cellules, se fixer pour laisser pénétrer le glucose. Ok? Parce qu'en fait, l'insuline, elle va être diffusée à travers le sang et elle va se capter sur les cellules musculaires qui sont insulinodépendantes. Ça veut dire elles ont besoin que l'insuline vienne pour laisser pénétrer le glucose. Comme le tissu adipeux, c'est pareil. C'est le même fonctionnement. Ok? Donc, même les personnes qui se mettent dans du régime low carb, l'insuline, elle est quand même sécrétée parce qu'il y a du glucose que le corps va devoir fournir au corps avec la néoglucogénèse. Et donc, il y aura quand même un peu d'insuline parce que sinon le glucose peut pas pénétrer dans la cellule et les corps cétoniques ne peuvent pas tout seuls enclencher le processus d'oxydation dans la cellule. Il y a besoin d'un minimum de glucose pour que la machine tourne. D'accord? Avec cette histoire de glucose, pyruvate, oxaloacétate avec l'acétylcoenzyme A qui peut venir du glucose ou des acides gras ou des corps cétoniques pour faire fonctionner le cycle de Krebs. D'accord? Ok. Après, le cycle de Krebs, il peut y en avoir plusieurs. Hein. Il y en a plein hein, dans la cellule en fonction de ce qui arrive. C'est pas juste un cycle pour quelques éléments. Mais en tous les cas, il faut qu'il y ait les quantités suffisantes entre les deux protagonistes qui démarrent le cycle de Krebs, l'acétylcoenzyme A et l'oxaloacétate, qui est à la fois qui participe à la première réaction du cycle de Krebs pour les 8 réactions, et qui est à la fois, du coup, le produit de la dernière réaction. Mais en fonction de ce qui arrive, le temps que le cycle de Krebs se fasse et que l'oxaloacétate soit produit, il faut qu'on ait de l'oxaloacétate pour prendre en charge ce qui vient d'arriver. Ok? Donc voilà. Pour me répéter, au risque de me répéter, sans O2, les acides gras, les corps cétoniques ne peuvent pas être dégradés en énergie, d'accord? Alors que le glucose, lui, via la glycolyse rapide, donc la glycolyse anaérobie, il pourrait, sans passer par la mitochondrie, juste dans le liquide de la cellule, produire 2-3 ATP, mais il pourrait en produire ATP, lactate, qui sera recyclé dans le foie, d'accord, en glucose, pour être à nouveau utilisé dans la cellule. Et voilà. Donc, sans insuline, tout ça serait pas possible. Utilisation d'acides gras, des corps cétoniques, du glucose. Donc, on se rend compte quand même de l'enjeu de la chose. Il faut comprendre du coup que c'est le glucose, même le peu de glucose, qu'il vienne des réserves de glucose, d'une prise alimentaire ou d'une production endogène avec la néoglucogénèse via la lipogénolyse, donc la dégradation des graisses du tissu adipeux ou hépatique, qui sert à deux choses dans ce cas-là. À nourrir les tissus glucodépendants, donc ça, j'en ai parlé, ok. Donc,
les réserves de glucose musculaire, elles vont pas être utilisées en priorité dans ce cas-là, mais vraiment à la fois une fois que mes réserves hépatiques en glucose auront été vidées, mais peu importe. Et ça sert, et le peu de glucose sert aussi du coup à maintenir, ok? Et l'oxydation, le peu de glucose sert aussi à maintenir l'oxydation cellulaire pour les graisses justement en ouvrant la voie du cycle de Krebs à travers la voie de la glycolyse et ce fameux pyruvate avec cet oxaloacétate. Ok? La bêta-oxydation pour les acides gras et puis les corps cétoniques qui directement vont intégrer le cycle de Krebs avec la réaction intermédiaire juste avant. Elle se transforme en acide coenzyme A et ils rejoignent le cycle de Krebs pour être dégradé et oxydé. Ok. Donc dans ce contexte, le glucose, il remplit pas qu'un rôle énergétique à proprement parler au niveau des muscles. On voit qu'il est essentiel au maintien du métabolisme énergétique, d'accord, et à la production d'énergie, même quand c'est pas lui l'acteur principal. Et il le fait via l'insuline, qui régule son activité. Ok. Donc, c'est-à-dire de permettre au cycle de Krebs et donc à la production d'énergie via la respiration cellulaire, le mécanisme de production aérobie, dans la vie de tous les jours, qui a lieu dans les mitochondries, donc de fonctionner correctement. Et donc, sans insuline, il n'y aurait pas de production d'énergie possible, d'accord? Ok? Donc peut-être que je me suis répété un peu, mais important de le comprendre, d'accord? Ensuite, oui, je voulais vous parler d'une chose aussi. L'insuline, c'est une hormone qu'on peut aussi qualifier d'anabolisante. Pourquoi? Parce que c'est une hormone qui a un rôle anabolisant. Il y en a même qui la qualifient d'hormone anabolisante directement, c'est-à-dire de croissance, à l'opposé de dégénérescence, de pro-vieillissement, de pro-catabolique. Parce qu'en fait, par exemple, le glucagon, lui, il a un rôle de vidage, de libération. Il déstocke les tissus adipeux, il déstocke le glycogène dans le foie, d'accord? Et donc, il catabolise. Il participe pas à construire, mais à dégrader pour utiliser. Alors que l'insuline, elle signale au corps une forme d'abondance, d'état d'abondance, par l'arrivée ou le surplus énergétique qu'elle induit par son activation, d'accord? Énergie qui va être utilisable ou stockée. Mais du coup, qui va être associée à un état d'abondance, pas de manque, pas de besoin, contrairement à l'utilisation des réserves énergétiques, voire même des tissus, en fonction des contextes, avec le glucagon, l'adrénaline et, dans une moindre mesure, le cortisol, qui ont une action catabolisante. D'accord? Et ce signal d'abondance que l'insuline renvoie au corps, il est associé, du coup, à l'activité de l'insuline qui est propice à la croissance, et pas que musculaire, mais à la croissance de façon générale. Et dès qu'on est petit, en fait, avec la croissance de tous les tissus, donc y compris osseux, ok, pour ça qu'on grandit, toute la croissance cellulaire qui s'accompagne. Et donc, l'insuline, l'activité de l'insuline, elle est liée en fait à l'insuline-like growth factor, ce qu'on appelle IGF-1. Les adeptes de la musculation ont déjà entendu parler de ça, en fait. C'est une hormone qui est anabolisante, qui est associée en fait dans le métabolisme, dans la synthèse des protéines et qui est directement reliée à l'hormone de croissance. Ok. Donc le glucagon et puis adrénaline, cortisol dans un certain contexte vide utilise les énergies de réserve, alors que l'insuline elle stocke et elle utilise l'énergie disponible. Elle dégrade pas pour utiliser. Elle est active en situation d'abondance, pas de manque. En tout cas, elle n'est pas majoritairement sécrétée. D'accord? Eux, ils fonctionnent de concert. Ils fonctionnent ensemble. Il y a une prédominance à chaque fois de l'un et l'autre. Après, le glucagon, d'accord, il est pas mauvais non plus parce que je dis qu'il est catabolisant. Il est absolument essentiel parce que sans lui, le corps, il pourrait pas utiliser l'énergie stockée à la fois dans le tissu adipeux ou alors dans les réserves de glucose dans le foie. Pareil pour l'adrénaline, d'accord, qui va, elle, activer la glycogénolyse, donc le vidage de glycogène dans les muscles et qui répond à un effort court et intense. Bref. Ok? Sans l'adrénaline, on ne pourrait pas non plus utiliser le stock de glycogène dans les muscles, les réserves énergétiques locales. Ok? Donc, eux, là, ils permettent de produire de l'énergie et c'est positif, même s'il n'y a pas d'énergie disponible immédiate dans le sang. C'est primordial pour
pouvoir répondre à voilà à notre besoin de survie ou à un effort instantané, bref, intense, et assurer nos besoins. Donc leur action catabolique, elle est pas mauvaise en soi, elle est ce qu'elle est, mais en tout cas l'insuline, elle a une action anabolique, elle construit, elle stocke, elle vide pas. D'accord? Et c'est important de faire cette différence-là pour comprendre à quel point l'insuline est saine aussi pour nous. D'accord? Donc, j'ai parlé de l'hormone de croissance, de growth factor hormone, qui est activée, elle, en période de croissance, quand on est petit, jusqu'à ce que la croissance se stabilise dans la vingtaine, ok? Et qu'après, c'est plutôt la sarcopénie qui prenne le relais et le vieillissement biologique. Euh, et donc, cette hormone-là de croissance, elle est aussi activée, en fait, en plus de cette phase de croissance biologique qu'on a jusqu'à la vingtaine environ, avec l'activité physique en fonction de l'intensité de l'effort et du type d'effort. Et c'est ce mode de croissance-là, cette activation-là de l'hormone de croissance, qui va limiter les facteurs de vieillissement, qui va limiter la perte osseuse notamment en améliorant l'assimilation du calcium par exemple, mais aussi la croissance de tous les autres tissus, même la régénération cellulaire. Ok? Et cette hormone de croissance-là, elle stimule l'IGF-1 qui est l'insuline-like growth factor, qui est associé à l'insuline. Et donc, ce petit cercle, hormone de croissance, IGF-1, insuline, se nourrissent ensemble, ok? C'est pour ça que l'insuline, on la qualifie d'hormone d'abondance, d'hormone de croissance anabolisante, et qui est très important pour la santé de la masse musculaire, pour la santé métabolique, la santé de la masse osseuse, le ralentissement des processus de vieillissement, d'accord? Parce qu'elle est liée, en fait, à l'hormone de croissance, à l'hormone IGF-1, et que ça nous permet d'améliorer en plus notre sensibilité à l'insuline, notamment quand on pratique une activité physique, et que du coup l'hormone de croissance est stimulée. Elle favorise la sensibilité à l'insuline, cette hormone de croissance. Ok. Donc, quand on fait du sport de façon intense, très intense, que ce soit par du cardio training, par de l'activité musculaire, idéalement les deux, d'accord, et ben notre corps va très bien répondre à ça parce qu'on va favoriser la sécrétion de l'hormone de croissance et l'IGF-1, qui sont associés tous les deux à ce que je viens de dire et à l'insuline. Ok, donc vraiment l'insuline, c'est une hormone qui est saine, positive, qu'on a besoin en fait qu'elle s'exprime et qu'elle puisse jouer ses rôles. Donc on ne veut pas la garder tapis et la sécréter le moins possible et se dire non, ma glycémie, faut surtout pas qu'elle monte. La solution, c'est pas d'arrêter de stimuler l'insuline ou le moins possible. Justement, la sécrétion de l'insuline, c'est une réponse qui est saine et qui indique que tout fonctionne correctement. Sans insuline, le métabolisme, il serait foutu. On n'aurait aucune énergie, on le voit avec ceux qui sont résistants à l'insuline, ceux qui sont diabétiques, puisque les cellules ne pourraient pas en produire ou de façon compliquée. D'accord? Même si on en consommerait pas beaucoup de glucose, on a besoin d'insuline pour que, comme on l'a vu, l'énergie puisse se produire dans les cellules. Donc l'insuline, c'est vraiment un allié. On ne doit pas se focaliser sur ne pas sécréter l'insuline, sur manger le moins possible de glucose, pas en manger du tout, que la glycémie ne varie pas. On doit se focaliser sur ce qui est important et ce qui fait que nous, on est des êtres honorer en fait notre être. On est des êtres de physicalité. Alors attachons-nous avec de la physicalité dans nos vies, à manger les bonnes sources de glucides, à corréler notre apport en glucides avec notre dépense énergétique et à éviter les mauvaises graisses et les aliments transformés. Ok, à base de graines, de céréales, de graisses polyinsaturées ultra raffinées qui bousillent le métabolisme et basta. Ok. Le régime low carb du type keto, carnivore, kétocarnie, ça permet de résoudre des problématiques de résistance à l'insuline. Ça, c'est clair. C'est très bien d'un point de vue curatif, d'un point de vue thérapeutique pour sortir de situations de santé métabolique plus ou moins déplorables. Mais c'est pas viable à long terme. À un moment donné, il faut en sortir. Et je comprends parce que quand on sort d'un mode alimentaire, d'une hygiène de vie, peut-être qu'on était en prise de poids importante, on était vraiment pas bien, pas en forme, des niveaux d'énergie bas, un système hormonal en berne, ça nous a conduit à adopter un régime plus ou moins low carb et justement, on se sent revivre, on se sent beaucoup mieux et on craint en fait ce qu'on pense avoir été l'origine unique ou complète de notre problème, les glucides. Et je peux comprendre ça. Sauf que quand on étudie le métabolisme et la physiologie, on se rend compte qu'on a besoin du glucose, notamment parce qu'on a besoin de dépenser de l'énergie.
Et pour dépenser de l'énergie et répondre au caractère athlétique de notre espèce, on a besoin de glucose. Et en plus, le glucose, il a plein de fonctions autres qu'énergétiques. J'en ai parlé là dans cet épisode, mais j'en ai parlé dans les épisodes précédents. Ok, n'hésitez pas à aller les voir. Donc, à un moment donné, il faudra en sortir et réintégrer du glucose et surtout ne pas hésiter à remettre en question aussi son mode de vie. Parce que si on reste coincé dans un mode alimentaire low carb, c'est parce qu'on a peur. C'est parce qu'on a peur de l'inconnu, de quelque chose qui n'est pas compris, qui a laissé des traces en nous. Et le passé nous retient. D'accord? Et peut-être parce que aussi, on n'a pas assez de physicalité dans nos vies. Je peux vous assurer que si vous vous dépensez, vous allez avoir besoin et envie de glucose. Et tout va bien se passer. D'accord? Donc, ça, c'est un petit message pour les personnes qui vont peut-être écouter l'épisode et qui ont un rapport au glucides, au glucose, euh, comment dire, problématique, conflictuelle. Donc, voilà. C'est le message, que je voulais passer aujourd'hui pour l'insuline, pour le glucose. Je parlerai prochainement du coup de la résistance à l'insuline, d'accord, notamment avec le diabète et notamment aussi du coup quelles sources fructose, glucose, galactose, les sucres simples, sucres rapides, sucres complexes, qu'est-ce qu'il faut manger, pas manger, pourquoi. Donc si ça vous intéresse, restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner si vous écoutez ça sur ma chaîne YouTube ou sur l'une de mes plateformes de podcast.